Une très très grande application en domaine médical. On a besoin vraiment de savoir c'est quoi ces rayons X. Pardon. On doit vraiment savoir c'est quoi. On a besoin vraiment de savoir c'est quoi ces rayons X utilisés largement pour l'imagerie et même pour les traitements en radiothérapie. Les rayons X ne sont pas seulement utilisés en imagerie, ils sont aussi utilisés en radiothérapie pour les traitements des cancers. Et c'est vraiment intéressant. Alors, toujours, on va commencer par un petit aperçu historique sur la découverte, bien sûr, des rayons X. Le monsieur ou bien le physicien qui a, bien sûr, on va dire que les rayons X ne sont pas des rayons naturels. Les rayons X. Mais chez qui va le phénomène de la radioactivité, on a bien dit que c'était un phénomène naturel. Là, les rayons X, vraiment, c'est inventé par l'homme. C'est vraiment, alors, c'était le prof William Röntgen. Bien sûr, c'était un physicien allemand. En 1895, lors de ses travaux et ses recherches, il fait des expériences toujours, voilà, en coïncidence, il a découvert, je vois, des rayons invisibles. Des rayons invisibles. Alors, la spécialité ou bien la caractéristique de ce rayon, c'était quoi? On peut voir à travers ces rayons, on peut voir à l'intérieur des choses. À travers ces rayons, en utilisant ces rayons, on peut voir à l'intérieur, par exemple, d'un sac ou d'une valise, on peut, voilà, il a mis sa main. Voilà, c'était vraiment une surprise, mais il peut vraiment voir au choix les eaux à l'intérieur. C'était vraiment surprenant à l'époque. Alors, ça au début, il ne sait pas la nature de ces rayons. Voilà, ce sont des rayons invisibles. À travers ces rayons, on peut voir à l'intérieur des choses. Ça au début, il ne sait pas la nature de ces rayons. C'est pour ça qu'il baptise rayon X. Imaginez toujours le choix mathématique. L'inconnu c'est X. C'est bon, c'est pas au début. La nature, il ne sait pas la nature de ces rayons. Voilà, au début, les rayons, il baptise les rayons X. Alors, à l'époque, bien sûr, les médecins ont vraiment besoin de voir à l'intérieur du corps humain. Mais juste, vous voyez, en 1800, la découverte c'était en 1895. On perd juste après 2 ans, ou bien même juste après 1897, ça commence l'application de ces rayons dans le domaine médical, puisqu'à l'époque, ils ont vraiment besoin de voir à l'intérieur. Alors, en 1897, c'était la création du premier laboratoire hospitalier de radiologie à Paris. Alors, quand vous voyez l'utilisation de ces rayons à l'époque, je vois, l'image, c'est le médecin, bien sûr, mais c'est le patient. C'est ce qu'on appelle le tube qui génère, le tube générateur de rayons X, qu'il a utilisé, bien sûr, qu'il a inventé. Il a inventé un tube pour produire ou bien pour générer les rayons X. Vous voyez bien, il utilise sans aucune mesure de sécurité ou un moyen de protection. L'image ou là, non. Vraiment, le patient ne porte aucun moyen de protection et en même temps, c'est le médecin. Voilà, c'est au début, puisque ils ne savent pas que ces rayons posent, ils ont des risques, la pose des risques. Au début, voilà, et on peut voir à l'intérieur, sans savoir que ces rayons, voilà, ils ont
bien sûr un intérêt, ça a des inconvénients, ils posent vraiment des risques. Alors, c'était en 1928, que les médecins ou bien les scientifiques en général ont imposé ce qu'on a appelé avant les normes de la radioprotection. Jusqu'à 1928, ben, il utilise ces rayons avec des mesures de sécurité et moyens de protection. Alors, bien sûr, ce travail en 1901 a mérité au choix le prix Nobel. Alors, là on a bien dit au début, William Röntgen, il ne sait pas la nature de ces rayons. Ce sont des rayons invisibles. C'est après 16 ans de la découverte que William Röntgen a trouvé la nature. Les gens ils utilisent le domaine médical, ou même à l'époque, il y avait une mode de photographie par les rayons X. Une personne, il veut voir à l'intérieur de son corps, ce qu'on a appelé, c'était la photographie par les rayons X. Ils ne savent pas les risques de ces rayons. Voilà, c'est vraiment la découverte de ces rayons, bien sûr, vraiment l'application de ces rayons dans le domaine médical, c'était vraiment rapide. Sans savoir la nature de ces rayons. C'est comme après 16 ans que, toujours William Röntgen cherche la nature de ces rayons. Voilà. Après 16 ans, il a trouvé au choix que ce sont des rayons ce sont des rayonnements électromagnétiques. C'est quoi les rayons X? Ce sont comme la lumière, l'infrarouge, ultravisible, c'est de la lumière. Ce sont des rayons électromagnétiques qui m'a la lumière, qui m'a l'infrarouge, qui m'a l'ultravisible et autres, bien sûr. Alors, là, on a bien dit l'existence des rayonnements électromagnétiques. Se trouve, c'est représenté sur ce qu'on a appelé le spectre électromagnétique. Le spectre électromagnétique, c'est partagé, c'est divisé. Selon quoi? Ce sont des intervalles. La lumière visible a l'intervalle, l'infrarouge a l'intervalle, ou l'ultravisible a l'intervalle, ou bien sûr les rayons X ont son intervalle. Alors c'est toujours, soit selon la fréquence, ou puisque si on dit, ce sont des rayonnements électromagnétiques, c'est des ondes. C'est selon la longueur d'onde, ou bien la fréquence, ou bien l'énergie. Pour les rayons X, vous lisez avec moi, les rayons X sont des rayonnements électromagnétiques de très courte longueur d'onde, qui varient de 0,03 nanomètres jusqu'à 10 nanomètres. Bien sûr, ce sont des faibles valeurs pour la longueur d'onde. Ça, si on parle de la fréquence, ça reste des faibles valeurs. Il y a des valeurs importantes. Vous voulez qu'elle l'énergie? L'énergie, c'est quoi? Ce sont des photons. Le rayonnement électromagnétique, ce sont des photons. L'énergie, c'est quoi? C'est HP. C'est quoi? L'énergie derrière, c'est important ou là? C'est important. Vraiment, les rayons X peuvent traverser ou pénétrer les choses. C'est vraiment des rayonnements électromagnétiques de très courte longueur d'onde. Ça, ce sont très énergétiques. Ce sont vraiment des rayonnements très énergétiques qui peuvent pénétrer bien sûr dans la matière ou bien dans le corps humain. Alors, déjà on a parlé de ça. On a le spectre électromagnétique avec les intervalles. Les limites, ce sont des valeurs qui ne sont pas bien précises. C'est vraiment, c'est varie de 0,03 nanomètres jusqu'à 10 nanomètres. C'est vraiment, on peut trouver des chevauchements entre les intervalles. Par exemple, les rayons X, ou des ultravisibles.
Vraiment, on peut dire que ces valeurs-là ne sont pas vraiment précises. Il y a une petite modification, des fois. Alors, on veut bien sûr savoir, c'est inventé par l'homme, il y a des rayons X. C'est d'où vient l'origine de ces rayons X? Alors, on va dire que ces rayons X, ce sont des photons, les rayons X, ce sont des photons, puisque ce sont des rayonnements électromagnétiques. C'est marrant, les caractéristiques d'un rayonnement électromagnétique. Les rayons X sont des photons produits par l'interaction des électrons avec la matière. Les rayonnements X, ce sont quoi? Un rayon X, c'est le résultat de l'interaction entre les électrons et la matière. C'est marrant au début, le tube qui génère qui produit les rayons X fonctionne comment? Voilà, c'est un tube, un des électrons accéléré avec une haute tension qui va bombarder la surface de la matière. C'est moi que je parle. Les électrons arrivent à la matière avec une grande vitesse. Et dans ce cas-là, il y aura, je vois, une interaction entre les électrons et la matière. Voilà. Les rayons X, c'est quoi? C'est la transformation de cette interaction. Et on va détailler ça après. Alors, là, on a bien dit, si vous lisez avec moi, ils sont émis par le bombardement de la surface. Bombardement, c'est quoi? C'est frapper la surface avec une grande vitesse. Les électrons vont frapper la surface de la matière avec une grande vitesse. On a ce qu'on appelle le bombardement de la surface d'un solide par les rayons. Les rayons cathodiques, les rayons cathodiques, c'est bien des électrons. Les rayons cathodiques, c'est bien des électrons. Puisqu'à l'époque, il y avait une expérience, les rayons cathodiques, qui produit, les électrons. Si on dit les rayons cathodiques, on parle bien des électrons. C'est le bombardement de la surface d'un solide par les rayons cathodiques. Là, c'est les électrons qui sont des faisceaux d'électrons accélérés par des tensions variant entre 10 puissance 3 et 10 à la puissance 6. Alors, les rayons X, c'est le résultat, de l'interaction électron avec la matière. C'est le bombardement, les électrons arrivent avec une grande vitesse. Pour que les électrons acquièrent la vitesse on aura besoin de quoi? D'une haute tension. On a toujours l'application. C'est quoi? C'est les principes de l'électricité générale. Pour activer les électrons, j'applique une différence de potentiel ou une tension. On a besoin d'une haute tension. La haute tension, c'est bien qui va donner une grande vitesse aux électrons. On pète les électrons vont frapper la matière. Ça, vraiment, c'est dans la pratique. C'est pas toujours l'interaction électron avec la matière va donner là, c'est transformé après en rayon X. C'est ma pratique, là, expérimentalement, ça existe. Des valeurs, les roues, c'est donné par la tension de série, c'est entre 10 à la puissance 3, 10 à la puissance 6. C'est dans ces conditions de travail, ou bien les conditions de l'expérience, si j'ai une tension qui varie de 10 à 10 à la puissance 6, je peux avoir après des rayons X. C'est le cas général, où là, les conditions qu'aiment, je trouve après des rayons X. Voilà, c'est précisé. C'est pas juste pour des tensions qui varient entre 10 à la puissance 3 jusqu'à 10 à la puissance 6, je peux avoir après des rayons X. Mais vraiment, c'est dépend de quoi? Des conditions de travail, de l'expérience qui va donner ça. C'est moi, en résumé. Alors, pour produire maintenant les rayons
deuxièmement, un autre voltage, là, une autre tension, B, le rôle c'est quoi? C'est pour accélérer ces électrons. Ou même, on a vraiment besoin de quoi? D'une cible ou de la matière. La cible qui va au choix, qui va absorber les électrons et produire après des rayons. C'est en général une source d'électrons, une tension, une cible, les trois, bien sûr dans des conditions de travail bien précises, on peut avoir après la transformation des rayons X. On est d'accord. Alors, maintenant expérimentalement ou dans la pratique, la production des rayons X se fait par deux moyens. Alors, le premier moyen, c'est l'utilisation des tubes à rayons X, le tube qui était inventé par William Röntgen. Il a utilisé ce qu'il a appelé un tube à rayon X. Le tube à rayon X fonctionne comment? Le principe de fonctionnement, c'est bien le bombardement électronique de la matière. Ça existe un deuxième moyen qui est vraiment le premier moyen ou le plus courant, le plus utilisé même actuellement. Le deuxième moyen, c'est utiliser des éléments radioactifs qui travaillent avec le rayonnement gamma qui va émettre des noyaux à ces éléments. Vraiment, c'est un moyen, le premier moyen ou le plus utilisé. C'est vraiment limité. L'utilisation de ça, c'est très très limité, puisque déjà, pour travailler avec des éléments radioactifs, c'est pas évident. Pour travailler avec des éléments électroniques, pour travailler une expérience de l'électricité, c'est vraiment c'est abordable. Travailler avec des éléments radioactifs, ça peut poser des problèmes. Alors, là on a parlé des tubes à rayons X. Maintenant, pour l'application médicale, ça existe un tube à rayons X inventé par des tubes de Coolidge. Coolidge, c'est l'inventeur de ce tube. C'est pour rendre hommage à Coolidge. Ils ont appelé tube de Coolidge, inventé en 1940. C'est un tube utilisé juste pour l'application médicale, puisque les tubes à rayons X, même juste pour l'application médicale, ça existe plusieurs domaines. Là, on parle ici de l'application médicale par le tube de Coolidge. Alors, ça fonctionne comment? Le principe, c'est toujours qu'on a le bombardement électronique. Ça, c'est comment? Alors, on a le schéma de tube de Coolidge. Le tube de Coolidge. Bien sûr, on aura cathode, la source des électrons, ou la node qui est la cible. C'est la cathode. Il y a la source des électrons, où la node, c'est qui va absorber les électrons. La node qui est la matière ou bien la cible. Alors, la cathode ici, le tube Coolidge fonctionne comment? On a besoin d'une source des électrons. Alors, la source des électrons ici est représentée par, je vois, un montage où on trouve un filament. Le filament, bien sûr, c'est en métal. Où on trouve, je vois, le courant qui circule dans de ce filament. Là, on a besoin de produire des électrons. Le but, c'est de produire les électrons. Le filament, ça donne comment les électrons. Alors, on va dire que l'émission des électrons est obtenue par un effet thermoélectrique. C'est comment? On va échauffer le filament à une température suffisante pour libérer les électrons. Ce qu'on appelle en physique, c'est l'effet thermoélectrique. Par un effet de température. Le courant circule dans le filament, circule et il va provoquer bien sûr de la chaleur. On arrive jusqu'à une température suffisante pour libérer les électrons. Et ces électrons, bien sûr, vont quitter le filament.
ces électrons vont quitter le filament sous l'effet d'un champ électrique ou bien d'un potentiel, d'une différence de potentiel. C'est toujours le même principe avec les électrons. Vont arriver, soit à l'anode, soit par une tension appliquée. Ils vont arriver à l'anode par une différence de potentiel appliquée. Donc, le tube de Coolidge, les caractéristiques c'est quoi? Ça existe des tubes de radiodiagnostic. On peut jouer sur quoi? Sur la tension appliquée. On peut jouer sur quoi? On peut varier quoi? Le filament c'est constant, même la matière c'est constant. On peut jouer sur la tension appliquée. Si on varie donc la tension, l'application ou bien le domaine d'application change. Comme ça devient un tube de radiodiagnostic si on applique une tension qui varie de 30 à 150 kV. L'application c'est l'imagerie. Si on utilise une tension de quelques kilovolts, le tube, ça devient un tube de radiothérapie. On peut jouer ou bien on peut varier la tension et le domaine d'application, ça change. C'est toujours un tube de Coolidge. C'est désigné, là c'est consacré pour l'application médicale. C'est clair. Et on a présenté quelques tubes à rayon X. Voilà, ça ressemble à quoi? Des lampes, d'accord? Des tubes à rayon X. Alors, toujours l'anode et la cathode. On a le deuxième type, voilà, c'est toujours l'anode et la cathode. C'est une anode tournante pour mieux évacuer la chaleur, puisque déjà l'interaction elle va dissiper de la chaleur. Pour réduire la chaleur, ça va y faire tourner l'anode. Voilà, ça ressemble vraiment à des lampes. Les tubes à rayon X en réalité. Alors, mécanisme à l'origine des rayons X. Là, on a bien dit les rayons X, là, c'est quoi? C'est le produit de l'interaction des électrons avec la matière. On va voir ça au niveau atomique. Au niveau atomique. C'est vraiment, ça va être interaction entre électrons et la matière. On va se mettre dedans. On chauffe au niveau de l'atome, au niveau atomique. On va dire lors de la production ou l'émission des rayons X, deux mécanismes simultanés vont se produire. Deux mécanismes vont se produire en même temps. Le premier mécanisme, ce qu'on appelle la collision, c'est quoi? C'est l'interaction électron-électron. Il y a une interaction entre les électrons qui arrivent de la source, ils vont bombarder la matière. Qui est la matière? La matière, c'est les électrons ou le noyau. Seulement, les électrons vont interagir avec les électrons de la matière, ou bien des électrons, l'interaction, ça va être avec l'électron et le noyau. C'est les deux mécanismes. Le premier mécanisme, on l'appelle la collision. La collision qui est l'interaction, électron-électron. Et le deuxième mécanisme, on appelle le mécanisme de freinage, qui est l'interaction entre électrons et le noyau de la matière. C'est le deuxième mécanisme. Alors, le premier mécanisme, ça correspond au spectre, ce qu'on appelle le spectre caractéristique de Ray. Et on va détailler ça. Après, l'interaction électron-électron correspond au spectre, ce qu'on appelle le spectre caractéristique de Ray.
étudier donc, les rayons X, toujours, ces rayons X, plutôt le comportement de ce rayon X, en physique, c'est représenté par ce qu'on appelle le spectre des rayons X. Là, on a bien dit que les rayons X, ce sont, je vois, c'est une onde, ce sont des photons, c'est une longueur d'onde. Le spectre, là, c'est l'intensité. L'intensité, c'est quoi? Des rayons X. Si on peut dire, c'est la quantité des rayons X, l'intensité des rayons X. Si on peut dire, c'est la quantité des rayons X en fonction de la longueur d'onde. Toujours, en physique, les rayons X, on peut lire les caractéristiques des rayons X selon toujours ce qu'on appelle le spectre des rayons X. Alors, ce spectre-là, c'est toujours présenté par la forme, la forme du spectre. Toujours c'est toujours comme ça. Le spectre, ce qu'on appelle le spectre des rayons X. Alors, le spectre-là se partage en deux. Regardez, tu vois la première forme, c'est quoi? C'est juste courbé. On met la deuxième forme, on trouve vraiment des raies, vraiment des raies. On appelle, la première forme, on appelle le spectre continu. Et la deuxième forme, on appelle le spectre caractéristique ou bien des raies caractéristiques. On va dire que le spectre caractéristique a, peu d'intérêt médical. Le domaine médical, on n'a pas besoin de parler on n'a pas besoin de travailler avec les raies caractéristiques. Juste, on a besoin de caractériser les rayons X par le spectre continu. Voilà, c'est moi. Après, on va détailler c'est quoi, puisque toujours l'objectif, c'est l'application dans le domaine médical. On va consacrer l'étude après sur le spectre continu et on va négliger le spectre caractéristique. Juste pour vous le spectre caractéristique, c'est utilisé où? Alors, les physiciens en sciences des matériaux, on utilise beaucoup le spectre caractéristique. Et pourquoi on l'appelle spectre caractéristique? En sciences des matériaux, on utilise des matériaux, des alliages. Ici, qu'un matériau, bien sûr, mais on va acheter des matériaux. Écoute, le matériau, c'est vraiment pur. La pureté ferro, elle est dans 90, la 91, 12, 13, voilà. Vraiment, la réalité, ça n'existe pas un matériau qui est 100% pur. Ça va laisser des impuretés. Et pour savoir les éléments ou bien les impuretés qui se trouvent dans le matériau, on a besoin d'utiliser ce qu'on appelle la diffraction par les rayons X et qui va dessiner ces raies caractéristiques. Ce sont des raies caractéristiques. Chaque raie correspond à un élément. Ce qui est le diffractomètre des rayons X, il trace ce spectre, il va donner à chaque raie l'élément correspondant. Chaque raie donne l'élément qui existe dans le matériau. C'est pour ça qu'on appelle raie caractéristique. Il va caractériser les éléments qui existent dans le matériau. Là, on utilise beaucoup les physiciens en sciences des matériaux. Pour vous, les raies caractéristiques n'a pas vraiment un intérêt. C'est pour ça qu'on va consacrer notre étude sur le spectre continu. Donc, je vous dis avant, le spectre continu correspond à quoi? Au deuxième mécanisme, les lois, interaction électron-noyau. On va négliger aussi l'interaction électron-électron. On n'a pas besoin. Et on va détailler c'est quoi le mécanisme de freinage ou bien le rayonnement X qui vient du mécanisme de freinage. Là, c'est interaction électron-noyau. Alors, l'électron arrive avec une énergie initiale. L'électron fait ça. L'électron, l'électron, les rayons X, c'est quoi? C'est le produit de l'interaction
réaction des électrons, les de la source d'électrons, les roues sont accélérés par le choix, par une tension, une autre tension. Les électrons, une source, ils sont accélérés par une tension, la matière, la mode. Les électrons, où je vois l'énergie, c'est au début. Et les électrons, les photons, les électrons arrivent avec une énergie cinétique qui est due à quoi? Ça correspond à quoi? La tension. La tension qui va donner une énergie cinétique, mais ils sont activés. Même le mouvement la tension le mouvement non. Toujours, on va dire que l'énergie du départ de l'électron, c'est quoi? C'est E, U ou la V. C'est E. Alors, je vois EU. C'est l'électron-volt. Toujours un électron-volt, c'est quoi? On a l'énergie. C'est en joule ou en électron-volt. On a le joule, c'est quoi? L'électron-volt, c'est quoi? L'unité de l'électron-volt. Alors, un électron-volt, c'est quoi? C'est l'énergie cinétique, par définition, c'est l'énergie cinétique acquise par un électron, je vois, bien sûr, sous une tension V. 1 volt. C'est 1 volt, 1 électron-volt, c'est l'énergie cinétique d'un électron soumis sous une tension اللي هي 1 فولت. تما اذا كان عندي ان الكترون اللي هو on applique une tension تاع 1 فولت تكون عندي une énergie cinétique de 1 électron volt. تما الالكترون هذا اللي هو sous une tension de 1 فولت 1 فولت راهو يمشي avec une énergie cinétique اللي هي 1 électron volt. تما على هذه هنايا l'énergie cinétique est égale à quoi? Est égale à E, U. D'une façon générale, je il y a la tension d'une façon générale. L'énergie cinétique des électrons, c'est E, U, la tension appliquée. E, c'est vraiment une énergie cinétique, c'est provoqué par la tension appliquée. L'énergie cinétique, c'est provoqué par la tension appliquée. On est d'accord. L'électron, l'énergie cinétique, c'est où il y a E, U. Il rencontre quoi? Il rencontre le noyau. Le noyau, la charge positive, ou l'électron négatif. Ça a une interaction. Alors, l'électron dans son parcours, l'électron le parcours terre. Voilà. Si on prend le schéma là, l'électron quel le parcours là, lorsqu'il rencontre bien sûr le noyau, il regarde le noyau. C'est mon choix. L'électron là va dévier. Il va dévier. Ou qui l'électron il va dévier? Il va perdre l'énergie. Il va perdre le choix. La vitesse va être freinée. Mais il va au choix. L'électron est ralenti. Ou là non. Il va rencontrer le noyau. Le noyau arrive plutôt. Bien sûr, il va être dévié et en même temps, il est ralenti. La vitesse zéro. Ce qu'on appelle le mécanisme de. C'est pour ça qu'on appelle le mécanisme de freinage. Il va freiner le mouvement de l'électron. Là, on a bien dit, l'électron au début, il possède une énergie cinétique il y a E0. On met l'énergie cinétique après. On met l'électron. Il va continuer son parcours. Même sa vitesse est
diminuer. Il va continuer son parcours avec une énergie cinétique. Il n'y a pas de l'énergie de départ, on l'a pas. Parce que l'énergie cinétique, moins que l'énergie du départ. Alors, on a toujours la conservation de l'énergie. Une perte d'énergie. Là, non. Ça va être une perte d'énergie. La perte d'énergie se transforme en photon, en rayonnement, des rayons X ou bien photon X. Le reste de la différence, voilà, la différence entre l'énergie du départ et l'énergie finale de l'électron va donner, je vois, c'est se transformer en rayonnement X ou bien un photon X. C'est clair. Et on va dire que toujours l'électron perd de l'énergie et il y aura une énergie cinétique finale EC et l'énergie des photons X émis est égale à E0 du départ moins EC final et bien sûr c'est un photon, c'est l'énergie 0, c'est bien sûr c'est H. Mais non. C'est vraiment, c'est un photon, la perte en énergie se transforme en photon. Le photon d'énergie 0, c'est établi toujours par H. On est d'accord. Et on va dire que l'énergie de freinage est dégagée sous forme d'un photon X ou bien de la chaleur si l'énergie est faible. Mais l'énergie du départ de l'électron est faible, on n'aura pas l'apparition des photons X, juste une chaleur dissipée. Plutôt l'énergie du départ de l'électron est importante, je peux avoir après l'énergie, la perte en énergie se transforme en photon X. Et bien sûr, l'électron va continuer sa course, ce parcours, et sur une autre trajectoire ayant été déviée par le freinage jusqu'à l'atome suivant. L'électron il va rencontrer un deuxième atome. Lorsqu'il rencontre le deuxième atome, on aura un deuxième photon X, etc. jusqu'à que l'électron perd complètement son énergie et on aura un faisceau, un ensemble de photons X. On est d'accord? Alors, ici on va parler des cas extrêmes. On a électron en interaction avec le noyau. Ça existe des cas extrêmes ou bien des cas max ou min. D'accord. Le cas général, c'est quoi? C'est le cas général, l'électron, je vois, arrive avec une énergie cinétique, E0, ça diminue et il va donner l'énergie HU du photon X. Le cas général. Maintenant, le cas max, c'est quoi? Le premier cas extrême, c'est avoir ce qu'on appelle un freinage complet. Je vois le freinage complet. Le schéma, si on admet que l'électron arrive avec une énergie cinétique ECA, d'accord. On peut le EC2, il n'y a pas une énergie cinétique EC2. C'est pas le cas là, c'est quoi? L'électron est absorbé complètement par le noyau. Et dans ce cas-là, on n'aura que l'émission d'un rayonnement X, ce qu'on appelle le freinage complet. C'est pas l'électron, c'est bon, c'est un freinage complet. On n'aura que l'émission d'un rayonnement X. Et dans ce cas-là, l'énergie, bien sûr l'énergie du départ de l'électron égale l'énergie d'un rayonnement X ou bien d'un photon X, c'est H. Donc, le cas minimal. Le cas minimal, on n'aura pas un rayonnement X complet, un freinage complet. Le cas minimal, je m'appelle rayon X. Et c'était le cas où l'électron, je vois, va continuer son parcours. Le cas, c'est quoi? Il est loin du noyau, du champ d'attraction du noyau. Il n'arrive pas au champ d'attraction du noyau et dans ce cas-là, il va continuer son parcours, je vois, sans diminution de vitesse. Et dans ce cas-là, on va dire qu'il n'y a pas une émission des rayons X. Ce sont les deux cas extrêmes
et bien sûr le cas au milieu, c'est le cas général. On est d'accord? Et on va dire que l'électron passe sans aucune perte d'énergie et aucun photon X émis. Alors, on va parler de la loi d'atténuation des rayons X. C'est bon, donc là, c'est l'origine des rayons X. C'est quoi? C'est le produit de l'interaction des électrons avec la matière. Au niveau atomique, c'était vraiment interaction électron-électron ou bien électron-noyau. Mais on sait l'intérêt beaucoup plus, c'est l'interaction électron-noyau et ce qu'on appelle le spectre fondu. Alors, ce qu'on appelle la loi ou bien le phénomène d'atténuation des rayons X. Réellement, on observe quoi? Si on a un matériau, si on a un faisceau incident de quoi? On a un faisceau des rayons X, on a des rayons X, ça y est, on a produit des rayons X, c'est bon. Si on a un faisceau incident des rayons X d'intensité I0, c'est bon, je vais laisser intensité. Si on peut dire, si on peut dire, c'est la quantité des rayons X. Si on commence avec une intensité I0 et ce faisceau, bien sûr, va traverser le matériau, bien l'écran, bien le matériau d'une façon générale. Le matériau est caractérisé par une épaisseur X. Quelconque. Réellement, bien, pratiquement, on observe quoi? Un faisceau transmis d'intensité I, où l'intensité I, c'est vraiment inférieur à I0. Ce qu'on appelle le phénomène d'atténuation. Qu'est-ce que c'est l'atténuation? C'est la réduction. L'atténuation, l'atténuation, c'est la réduction de, si on peut dire, c'est vraiment le faisceau, le premier faisceau, au choix, est réduit, ou là c'est atténué par le matériau. Et toujours, la loi d'atténuation respecte la formule I c'est quoi? C'est le faisceau transmis qui sort est égal toujours à I0. C'est le faisceau d'incidence exponentielle moins Kx. Alors K, c'est une constante qu'on appelle le coefficient d'atténuation linéaire et c'est une caractéristique de chaque matériau. Chaque matériau a son coefficient d'atténuation, c'est bien déterminé. X, c'est quoi? C'est l'épaisseur du matériau. Toujours, le phénomène d'atténuation suit cette formule-là et bien sûr, par cette formule-là, on voit la décroissance, la exponentielle moins, une diminution, décroissance. Toujours le faisceau incident, ça diminue après le matériau. On est d'accord. Et on va dire que cette atténuation est due à quoi? Donc c'est dû à rayon X par exemple. Le tube à rayon X, vous savez quoi? Qui va chercher le tube de Coolidge. Tube de Coolidge, bien sûr, c'est anode, cathode, il y a finalement, ou l'anode c'est quoi? C'est la matière. Ça, elle se trouve c'est enveloppé dans une paroi. D'accord. Et le travail, bien sûr, se fait toujours sous vide. Le travail toujours pour éviter les impuretés et tout ça, le travail toujours se fait sous vide. C'est le tube il y a une paroi. La paroi, bien sûr, c'est formé. La paroi s'est formée par une matière. C'est clair. Alors, si on parle de l'atténuation des rayons X, dans un tube à rayons X, on va bien sûr produire
elle-même. Et ce phénomène est appelé le phénomène d'auto-absorption ou bien la paroi du tube et son enveloppe. La paroi un peu et ce qu'on appelle le phénomène d'atténuation. On veut produire, si on peut dire, une quantité des rayons X, réellement, on trouve que cette quantité est diminuée. Bien sûr, c'est la paroi et la cible peuvent absorber une quantité de ces rayons X. Et toujours, le spectre continu, et on l'a bien dit, qui me suis au début, le spectre c'est toujours représenté comme ça. On va négliger le domaine médical, toujours on néglige les raies. C'est toujours lié à la forme, ça va être une forme continue. Alors, on va parler aussi le rendement, là c'est pas la peine, c'est vraiment... Maintenant, l'absorption des rayons X, ils ont trouvé expérimentalement que l'absorption des rayons X, cette année on essaye de réduire le maximum. Puisqu'on n'aura pas de temps, vraiment c'est une année exceptionnelle, vraiment. C'est exceptionnel dans le sens positif, Inch'Allah, mais dans le sens que... Alors, l'absorption, pratiquement, réellement, ils ont trouvé que l'absorption des rayons X est proportionnelle au nombre d'électrons Z. Par des expériences, ils ont trouvé, voilà, l'absorption des rayons X est proportionnelle au nombre Z. Qui dit Z, l'absorption Z. Voilà, ce sont les éléments qui ont les Z importantes, l'absorption est importante et l'inverse. Donc on arrive à l'application en radiologie. C'est quoi? C'est un cliché, c'est le premier cliché en radiologie, bien sûr, fait par William Röntgen. C'est quoi? C'est la main de madame Röntgen, c'est la main de sa femme, et c'est vraiment le premier cliché, voilà, vous voyez là-bas, c'est le premier cliché au radiologie. D'accord. Alors, en tout cas, si on parle de l'application en radiologie, voilà. Et on voit que je vois toujours le corps humain, c'est tissu plus. Voilà. Et on ne voit pas les tissus. Pourquoi? Là, ça dû à l'absorption des rayons X. Alors, les tissus sont formés de quoi? Carbone, l'oxygène et l'azote, c'est faible ou important? Faible. Et l'absorption, c'est pour ça, ce sont vraiment transparents. On va terminer. Et par contre, les autres éléments qui ont par exemple calcium, voilà, lithium et tout ça, on peut les détecter sur les clichés. Ça dû à quoi tout ça? Au nombre Z qui est lié directement à l'absorption des rayons X. On est d'accord. Et on va terminer par ça. La prochaine fois, c'est l'interaction rayonnement avec la matière. C'est les rayonnements d'une façon générale avec la matière, on va